Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. Alors nous allons commencer. Je vais permettre à Monsieur Alidou de pouvoir débuter la session. Bonjour à tous, bienvenue à cette session de renforcement de capacité. Donc, nous avons convenu lors des différentes rencontres des marchés titres publics de continuer un peu ce cycle de renforcement de capacité en prorogeant les masterclass au-delà des événements en présentiel des RLTEP. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a initié le concept de Web Academy du MTP, dont la première édition se tient aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est d'échanger sur les thématiques d'intérêt pour le développement du marché et pour le renforcement de capacité des acteurs. Donc, pour cette première session, nous allons aborder la question de la comptabilisation des instruments financiers. Nous aurons le privilège d'avoir M. Boisbré comme animateur, dont la présentation sera faite par Kieso au moment du lancement de la cérémonie. Donc, nous vous remercions pour votre participation et sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Banassi Ouattara, directeur adjoint de l'UMOA Titre en charge de l'intérim, pour son mot de bienvenue avant de démarrer la séance proprement dite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, M. Alidou. Je voudrais commencer par remercier ceux qui ont pris la peine de s'inscrire et qui sont présents aujourd'hui sur cette plateforme-là de partage dans le cadre des actions de formation que UMOATIT a initiées. Nous avons aussi le renforcement des capacités des acteurs du marché. Je pense que pour certains, ce sera juste une révision. Pour d'autres, ça peut être une découverte. Nous avons noté en tout cas que sur notre marché, les niveaux des acteurs est assez disparate. Il y en a qui ont besoin de formation initiale, de base. Il y en a qui ont besoin juste de rappel. Nous allons y travailler, proposer autant que faire se peut un programme étoffé et riche qui vous permettra en tout cas de pouvoir conduire vos opérations sereinement. Nous sommes ouverts à des suggestions. Je pense que si vous avez des idées, des propositions, M. Alidou pourra revenir sur ça. Et aussi, rappeler que nous avons mis en place un programme de formation des certifications CISA et UMOA qui existe. Nous vous invitons, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller vous inscrire pour voir sur ces deux modules-là, un module de base et un module un peu avancé sur le marché obligataire. Si vous permettez, je voudrais aussi remercier Fabrice Boisbré, qui est un agent de la Banque centrale expérimenté. Aujourd'hui, auditeur interne, mais avant ça, Fabrice a été responsable du middle office et du suivi des risques à la Banque centrale. Donc, il a une longue expérience dans le domaine et sur les sujets qui nous réunissent aujourd'hui. Et à travers Fabrice, remercier la Banque centrale pour son accompagnement constant, pour les actions que nous menons, aussi bien en termes de renforcement de capacité que pour les actions de développement du marché des titres publics. Le programme aujourd'hui qui concerne la comptabilisation est un programme assez intéressant, je pense. C'est un programme qui concourt, enfin qui traduit in fine le résultat de ce que vous conduisez comme action d'investissement. C'est celui qui détermine à la fin les résultats que vous avez. Et la comptabilisation s'appuie sur beaucoup d'éléments. Un des éléments, c'est la valorisation des actifs. C'est une fois que vous avez valorisé les actifs que vous transmettez normalement les informations aux comptables qui ne sont pas souvent spécialistes de ces questions-là et qui passent les écritures éventuellement. Je pense que Fabrice reviendra en fait sur ces différents éléments. À mon niveau, je voulais juste rappeler en fait que la comptabilisation, elle est importante. Elle s'appuie sur beaucoup d'éléments. Elle dépend de beaucoup d'éléments, du niveau de maturité du marché, de la situation de liquidité, de la courbe que vous allez utiliser, des références de taux que vous allez utiliser pour valoriser vos actifs. Donc, c'est des éléments importants sur lesquels aussi UMOATIT travaille à travers la convention de cotation que nous avons partagée avec vous pour essayer de fournir des cotations sur les titres de référence, des titres benchmark qui vont permettre d'améliorer la courbe des taux que nous produisons déjà sur notre site web et qui vont vous permettre de pouvoir valoriser en fait vos actifs et avoir des références fiables pour valoriser vos actifs. En tout cas, nous invitons ceux qui n'ont pas encore eu connaissance de cette convention-là d'aller sur le site de UMOATIT et éventuellement sur les réseaux sociaux, je pense que les liens existent, pour essayer de prendre connaissance de ces différents éléments-là. La comptabilisation ou la classification dépend de la classification des actifs et cette classification-là ne doit pas être faite au hasard.
Si vous décidez de détenir un titre, je pense, jusqu'à l'échéance en buy and hold, il faut le décider à l'avance et en être capable. Je pense que c'est des éléments importants que Fabrice viendra aussi dessus. Sans plus tarder, je voudrais en tout cas encore une fois vous remercier et remercier l'animateur Fabrice Boabré. Monsieur Alidou, Madame Bégoulari, je vous laisse la parole. Merci encore et bonne session à vous. Merci beaucoup, Monsieur Ouattara, pour votre intervention. Donc, qui campe un peu le décor sur la pertinence de la thématique. Et toujours dans la poursuite de l'enrichissement de cette série de webinaires, nous vous inviterons aussi par la suite à nous faire part des thématiques que vous jugerez d'intérêt pour qu'on puisse identifier celles qui feraient consensus et qu'on puisse en faire l'objet des prochaines séances qui seraient à planifier à minima à fréquence mensuelle, voire plus, en fonction de la diversité des thématiques et de la disponibilité des participants. Donc, Kieso, je vous donne la parole pour peut-être présenter un peu les modalités pratiques de la session et introduire également M. Boabré afin qu'on puisse entamer la session. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alidou, Monsieur Ouattara, merci pour ces précisions, en particulier sur la masterclass sur la comptabilisation des instruments financiers. Alors, à la suite de cette introduction, nous aurons une présentation du formateur, Monsieur Fabrice Boabré, qui est auditeur interne à la BCAO. Et il animera la session pendant toute cette masterclass. Il fera une première présentation et à la suite de cela, il vous proposera des cas pratiques à partir desquels vous pourrez avoir une idée bien précise de comment comptabiliser les instruments financiers que vous avez pu obtenir à la suite des investissements. Alors, je vais permettre à Monsieur Fabrice Boabré de bien vouloir se présenter et commencer également le développement du sujet. Monsieur Fabrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Bégoulari. Merci, Monsieur le directeur adjoint de l'EMOATIT. Merci à vous, à toute votre équipe, pour l'opportunité que vous me donnez d'animer cette session. Donc, je suis Fabrice Boabré. J'ai une vingtaine d'années d'expérience à mon actif, disons, dont à peu près 15 ans en la direction des opérations de marché. Je suis auditeur interne à la BCAO depuis le mois d'avril 2022. Alors, je suis très heureux, disons, d'être en votre compagnie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais, si vous le permettez, désactiver la caméra pour pouvoir partager la présentation. Alors, c'est bon, j'espère que vous voyez mon écran. Madame Bégoulari, est-ce que vous pouvez me certifier que mon écran est bien visible? Il est bien visible. D'accord. Alors, je souhaite vraiment que, au thème de la présentation, que nous ayons des échanges constructifs, pas seulement des échanges en termes de questions, mais dit également de contributions si au niveau de l'assistance, nous avons des personnes expérimentées dans le domaine. Alors, donc, pour la comptabilisation des instruments financiers, pour cette masterclass, disons, nous proposons 3 points pour le sommaire. Donc, les généralités sur les instruments financiers en premier point. Le deuxième point, nous aurons, disons, à passer en revue l'instruction numéro 029/11/2016 de la BCAO relative à la comptabilisation et à l'évaluation des titres appartenant aux établissements de crédit. Donc, cette instruction-là est vraiment la référence, donc l'élément sur lequel nous devons nous appuyer pour, disons, comprendre les différents types de titres qui existent et leur comptabilisation. Et enfin, au troisième point, nous aurons des cas pratiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les instruments financiers de façon générale? Alors, il en existe 3 types. Nous avons les instruments de cours de change, donc qui sont des échanges de quantité de monnaie. Nous avons des instruments de capitaux propres, donc on appelle encore des instruments à revenus variables ou des instruments de propriété. Donc, nous avons essentiellement des instruments des actions.
donc qui donne un droit sur l'actif net de l'entité émettrice et qui donne le droit également de recevoir des dividendes. Et nous avons enfin en troisième point les instruments de taux. Donc on appelle encore instruments de dette, instruments à revenu fixe ou instruments de créance. Donc ces instruments-là donnent le droit de recevoir des flux d'intérêts fixes ou déterminables et le remboursement de capital. Donc c'est ce type d'instrument-là que nous allons voir aujourd'hui. Et disons, nous allons nous limiter à ce qui est disponible au niveau de l'UEMOA. Donc, l'agence propose, disons, ces deux titres-là essentiellement, les bons assimilables du Trésor et les OAT, obligations assimilables du Trésor. Je pense que les OAT sont les plus usités, ceux qui sont le plus traités, donc nous nous concentrerons sur cet instrument-là. Alors ici, sur le site Internet de l'agence UEMOA Titres, je peux trouver ces définitions-là, donc qui concernent les bons assimilables du Trésor et les OAT. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que les bons ont une maturité inférieure à 2 ans de façon générale, tandis que les OAT ont une maturité supérieure à 3 ans. Les avantages des bons, placement à court terme qui répond à des impératifs de gestion de trésorerie, alliant sécurité et qualité, un couple rendement-risque optimal, une rémunération connue et payée d'avance à l'investisseur lors de l'acquisition des titres. Et puis cet investissement-là permet de contribuer aux ressources de trésorerie de l'État. Alors sur les OAT, on va dire que les placements sont à moyen et long terme. En revanche, ces investissements permettent de contribuer au financement du budget de l'État. Donc voilà pour la définition de ces deux instruments. Nous allons à présent aborder le rôle des différents acteurs de marché. Alors, ce sont les acteurs en général qui suivent, on va dire, la vie du processus d'entrée de comptabilisation et de vie des instruments financiers à l'intérieur des entreprises, donc ce sont les SI ou les banques. Et donc, nous avons 3 entités principalement, le front office, le back office et le middle office. Alors, le front office, on va dire que ce sont les acteurs qui sont les plus médiatisés. Les traders, ils initient les transactions réalisées avec les différentes contreparties. Alors, les activités des traders peuvent être réparties en desk, c'est-à-dire qu'on peut affecter de façon spéciale des traders à un type d'opération, à une zone géographique ou à des échéances d'opération. Éventuellement, les traders peuvent avoir des profils généralistes également et travailler sur tous ces pôles en même temps. Alors, donc, cela dépend de l'organisation en interne de chaque compagnie. Et pour bien mener ces attributions, donc les traders disposent d'outils pour leur permettre de s'assurer du respect des limites qui leur ont été fixées et de bénéficier des informations sur le marché. Alors, pour cela, ils utilisent, disons, des applications spéciales telles que Reuters ou Bloomberg et qui leur permettent de mesurer, d'analyser leur position et leurs résultats. Donc, après le front office, nous avons le pôle nommé back office. Je vais le dire avec un petit sourire, un pôle qui n'est pas autant valorisé que celui des traders, mais qui constitue, disons, un pas important également de l'activité. Alors, le back-office, il comptabilise les positions, il effectue le calcul des résultats, les rapprochements journaliers, les confirmations des opérations aux contreparties et le règlement des transactions. Donc, il faut dire qu'au niveau du back-office, on a, disons, un risque opérationnel qui est très, très élevé. Et justement, l'objet du séminaire aujourd'hui, ce sont des écritures et ces écritures-là sont comptabilisées au niveau du back-office. Et enfin, le troisième pôle, c'est le middle office. Donc, c'est le pôle qui assure la jonction entre le front et le back. On appelle en général les agents du middle office les gendarmes des traders, donc les gendarmes du front office.
Alors, les agents du middle office s'occupent des contrôles et des indicateurs de mesure des risques. Ils effectuent la surveillance des différents facteurs de risque du front office, des limites individuelles et collectives, disons, qui ont été assignées au front office. Le middle office calcule également les résultats, valide, disons, les produits qui sont gérés par le front office. Ils jettent de temps en temps également des coups d'œil sur, disons, les opérations qui sont passées par le back office. Il y a peut-être un point également du middle office qui n'est pas relevé ici, c'est celui de garant de la politique d'investissement de la société, parce que c'est le middle office qui va s'assurer, comme on le regarde ici, que les produits sont conformes à cette politique d'investissement-là, que les limites qui ont été fixées pour les traders sont respectées et qui va mettre à jour aux besoins cette politique d'investissement. Donc, après les généralités, nous abordons, disons, la deuxième partie, donc qui concerne l'instruction. Comme je vous l'ai indiqué au départ, dans cette instruction-là, disons, est la référence, c'est elle qui doit guider vraiment la comptabilisation et l'évaluation des titres. Alors, cette instruction, on peut la retrouver facilement sur Google. C'est une instruction qui est disponible sur le site internet de la BCEAO. Si vous tapez instruction numéro 02911-2016 sur Google, vous devez pouvoir la retrouver et la télécharger. Alors, cette instruction comporte 37 articles qui sont répartis en 9 chapitres. Alors, les chapitres, nous avons au départ des chapitres de disposition générale et des chapitres de disposition spécifiques à chaque catégorie des titres. Donc, ici, nous allons commencer par voir, disons, quelques dispositions générales. Donc, nous allons passer en revue ensemble quelques articles que nous allons lire et commenter. Je pense que ce sera la base pour pouvoir aborder, disons, le troisième point, donc, qui constitue les cas pratiques. Alors, l'article 5 de l'instruction dispose que les établissements assujettis doivent faire connaître, notamment à travers une documentation précisant les stratégies à l'origine de l'acquisition ou de la détention des titres, leurs intentions en termes de durée. En fonction de ce choix et sous réserve du respect des conditions prévues par la présente instruction, les établissements assujettis distinguent les types de transactions, les types de placement, les titres d'investissement, les titres de l'activité du portefeuille, les autres titres détenus à long terme, les titres de participation et les parts dans les entreprises liées. Alors, le directeur adjoint de l'EMOATIT l'a rappelé au départ, il faudrait que dans la société, donc la SGI ou la banque, vous ayez un document, ça peut être une note de la direction générale, ça peut être un rapport, un document, en tout cas opposable à n'importe quelle partie extérieure, dans lequel vous indiquez la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir avoir des types de transactions, des types de placements, des types d'investissement. Ça permet, disons, à ces entités extérieures-là de pouvoir valider ce choix et éviter que des titres puissent changer de catégorie, disons, sans raison. Nous avons l'article 6 et l'article 7 qui sont relatifs également aux dispositions communes. Alors, l'article 6 indique que l'enregistrement comptable au bilan intervient le jour du transfert de propriété qui correspond à la date de règlement ou de livraison. Pour les titres à revenus fixes, le transfert de propriété ne peut être réputé avoir eu lieu avant la date retenue pour déterminer le montant des intérêts courus dus au vendeur. Entre la date de négociation et celle du transfert de propriété, l'engagement d'achat ou de vente est inscrit au hors bilan, respectivement en titre à recevoir et en titre à livrer. Alors, donc, lorsqu'un achat est réalisé, qu'est-ce qui va se passer ici? Le jour de la négociation, ces titres seront inscrits au hors bilan.
et le jour donc, de la date de valeur, on doit récupérer la propriété de ces titres. Donc, ces titres vont quitter, disons, le hors bilan, disons, pour se retrouver dans les comptes appropriés. Donc, nous verrons ces écritures-là tout à l'heure. Alors, l'article 7 parle des sorties qui peuvent être faites sur un portefeuille de titres. Alors, il stipule que lorsqu'une sortie de titres portant sur une fraction d'un ensemble de titres de même nature, conférant les mêmes droits, doit être constatée, la valeur d'entrée de la fraction sortie est estimée au coût moyen pondéré ou en présumant que le premier élément sorti est le premier élément entré. Alors, comment est-ce qu'on interprète l'article 7? Lorsqu'il y a cession de titres, alors il y a deux options pour la comptabilisation. Soit on utilise le coût moyen pondéré, soit on utilise, disons, la méthode FIFO, First In, First Out. Alors, ce qu'il faut indiquer également, c'est qu'il doit y avoir une permanence des méthodes. Donc, si on décide d'utiliser le coût moyen pondéré, on y va jusqu'au bout. Et c'est la même chose pour la méthode premier élément entré, premier élément sorti. Ça veut dire que ce qu'il faut éviter de faire, c'est que si on a un portefeuille, on ne peut pas dire, par exemple, qu'un titre a été acquis, disons, à la 4e ou 5e position dans le portefeuille et que s'il y a une cession, on va comparer le prix de vente au prix d'achat à ce moment, le 3e ou 4e. Ici, ça ne marche pas. Ce que l'article indique, si on a retenu la méthode premier élément entré, premier élément sorti, c'est donc le premier élément qu'il faut comparer à la valeur de cession. Si on retient le coût moyen pondéré, ce qui est plus facile, tous les titres, disons, seront évalués à une même valeur. Ça peut être le prix de marché. Et donc, pour calculer le résultat, on aura la valeur de cession qu'on aura comparée à ce prix de marché-là pour le titre. Alors, si nous avons toujours au niveau des dispositions communes, l'article 9, donc l'article 9 qui donne, disons, une définition explicite du prix de marché. Donc, le prix de marché est déterminé de la façon suivante. Les titres négociés sur un marché actif sont évalués au cours le plus récent. Lorsqu'un titre est négociable sur plusieurs marchés actifs, l'établissement retient le prix disponible sur le marché auquel il a accès immédiatement. Si le marché sur lequel le titre est négocié n'est pas ou n'est plus considéré comme actif, ou si le titre n'est pas coté, l'établissement détermine la valeur probable de négociation du titre concerné en utilisant des techniques de valorisation. Les techniques de valorisation font appel à des transactions récentes effectuées dans des conditions normales et le prix de marché du jour de la cotation le plus récent est alors ajusté pour tenir compte de la moindre activité du marché et des effets du temps sur la période séparant la dernière cotation de la date d'arrêté. L'établissement peut utiliser des techniques de valorisation couramment utilisées par les intervenants sur le marché pour évaluer des titres s'il a été démontré que ces techniques produisent des estimations fiables des prix obtenus dans les transactions sur le marché réel. Les prix des quelques transactions observées sur un marché inactif ne constituent pas nécessairement une composante déterminante de la valeur probable de négociation. De même, les transactions résultant de situations de vente forcée ne sont pas prises en compte pour la détermination du prix de marché. Alors donc, pour cet article, on indique, disons, la séquentialisation en ce qui concerne l'évaluation du prix de marché. Soit on a un marché actif sur lequel les titres sont négociés, c'est plus facile. Si le marché n'est plus considéré comme actif, l'établissement doit trouver, disons, des techniques de valorisation en interne. Voilà ce qu'on peut retenir de façon globale pour l'article 9. Alors, on avait indiqué qu'ils avaient plusieurs catégories de titres, mais pour les besoins de l'exercice, nous nous limiterons au type de transaction et au type d'investissement. Nous estimons que ce sont les titres qui sont les plus utilisés
au niveau des actifs. Nous commençons alors, disons, avec les types de transactions. Donc, le chapitre 3 est consacré aux dispositions applicables aux types de transactions. Alors, l'article 10 donne, disons, la définition des types de transactions. Sont considérés comme des types de transactions les titres qui, à l'origine, sont soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme, soit détenus par l'établissement assujetti du fait de son activité d'animateur de marché, à condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités de marché. Alors, les types de transactions répondent aux caractéristiques suivantes. Ils sont négociables sur un marché actif. Les prix de marché accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement. Alors, comme on a indiqué, l'entreprise va pouvoir brandir un rapport, donc écrire un rapport dans lequel il décrit la stratégie qui lui permet d'aboutir à la mise en place d'un portefeuille qui regorge de types de transactions. Alors, les types de transactions tels que définis ici répondent en général à ce qu'on appelle les titres qui sont utilisés dans la gestion active, donc des titres qu'on achète dans l'intention de les revendre à court terme pour pouvoir réaliser une plus-value. Nous avons ici l'article 11 et l'article 12, toujours consacrés aux types de transactions. Alors, l'article 11 indique que les types de transactions sont comptabilisés au prix d'achat, incluant le cas échéant les intérêts courus. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charge pour ce qui concerne les titres de transactions. Alors, à l'article 12, il est indiqué que les titres sont évalués au prix du marché du jour le plus récent. Le solde global des différences résultant des variations des coûts du marché est porté en compte du résultat. Si les caractéristiques du marché sur lequel les types de transactions ont été acquis évoluent de sorte à ce que ce marché ne puisse plus être qualifié d'actif, l'établissement assujetti détermine la valeur de réévaluation des titres concernés en se basant sur des techniques d'évaluation tenant compte de la nouvelle qualification du marché. Pour les techniques d'évaluation, je pense qu'on les a vues dans un article précédent. Comment est-ce que cela se passe? Pour les réévaluations, on a parlé de chaque arrêté comptable. Il peut être décidé, disons, selon la périodicité d'arrêté de compte au niveau de l'entreprise, d'effectuer une réévaluation, disons, quotidienne, mensuelle ou à des périodes plus larges. Après les types de transactions, donc nous abordons maintenant, disons, les types d'investissement. C'est le chapitre 4, disons, qui traite des types d'investissement. Alors, nous allons commencer avec la définition. Les titres d'investissement sont des titres à revenus fixes, assortis d'une échéance fixée, acquis avec l'intention manifeste de les détenir jusqu'à l'échéance. Il peut s'agir également de titres transférés des catégories dénommées titres de transaction ou titres de placement, que l'établissement assujetti décide de conserver jusqu'à l'échéance. Ces titres doivent être identifiés au sein des portefeuilles d'investissement. Alors, donc, la grande différence entre les types de transactions et les types d'investissement, c'est que les types de transactions sont acquis dans l'intention de les revendre à court terme, alors que pour les types d'investissement, l'intention, c'est bien de les détenir jusqu'à l'échéance. Le directeur adjoint le disait tout à l'heure, on les appelle parfois des titres buy and hold. Alors, il faut, disons, souligner le fait qu'il y a quand même une différence entre les types de transactions et les types de placement. Je pense qu'il faut bien faire la distinction entre les deux. Au niveau de l'article 14, on le précise encore, les établissements assujettis qui souhaitent classer des titres dans cette catégorie, donc la catégorie des titres d'investissement, doivent disposer des moyens
leur permettant de conserver les titres durablement par l'obtention de ressources propres ou d'emprunts adossés en durée et en taux à leur financement. Ils ne doivent être soumis à aucune contrainte juridique ou autre qui pourrait remettre en cause leur intention de détenir les titres jusqu'à leur échéance. Cela veut dire que s'il y a une contrainte juridique qui remet en cause l'intention de la détention des titres jusqu'à l'échéance, ou une autre contrainte, ou même, disons, pour les ressources qui financent l'obtention de ces titres d'investissement, s'il y a une quelconque contrainte sur ces ressources, peut-être qu'au lieu de la catégorie titre d'investissement, ces titres pourraient se retrouver en titre de placement. Je fais bien la distinction parce qu'au niveau de la comptabilisation, il y a une différence entre ces deux catégories. Pendant que les titres d'investissement doivent être conservés jusqu'à l'échéance, au niveau de la comptabilisation, pour les titres de placement, ils peuvent être soumis à une réévaluation au prix de marché, à la date d'arrêté. Nous avons un autre document, disons, qui parle de façon explicite des titres de placement, parce que ça ne fait pas l'objet de ce séminaire-là, qu'on pourra partager avec vous. Mais je crois que cette distinction-là mérite d'être soulignée. Titre d'investissement, titre de placement, au départ, il faut bien faire la distinction et il faut mettre en place, disons, le rapport qui va permettre en tout cas d'expliquer la raison pour laquelle on a décidé de classer telle catégorie au titre d'investissement, au titre de placement. Alors, toujours au titre de cette catégorie, l'article 15 précise que lorsqu'un établissement assujetti procède à une cession de titre d'investissement ou à un transfert dans une autre catégorie de titres pour un montant représentant au moins 10% du montant total des titres d'investissement détenus, il n'est plus autorisé à classer en titre d'investissement pendant l'exercice en cours et sur les 2 exercices suivants les titres à acquérir, ni à les maintenir dans cette catégorie, ni à maintenir dans cette catégorie les titres antérieurement acquis. Ces titres sont reclassés en titres de placement pour leur valeur nette comptable à la tête du classement. Alors, cette règle, elle est connue sous le nom de Tainting Rule. Je pense que c'est une règle qui a été mise en place afin que les établissements, disons, ne puissent pas transposer les titres d'une catégorie à une autre sans une raison précise. Donc, cet article indique que si 10% des titres de la catégorie investissement est cédé, le reste des titres de cette catégorie doit repartir, doit être classé dans la catégorie titre de placement. Alors, bien évidemment, comme l'exception confirme la règle, il y a l'article 16 qui vient donner des exceptions à cette règle. On va essayer de lire l'article, enfin on va lire l'article 16 au départ. C'est vrai qu'il paraît alambiqué, mais l'interprétation en est simple. Alors, pour l'application des dispositions de l'article 15 de la présente instruction, les cessions ou transferts vers une autre catégorie de titres réalisés avant l'échéance des titres d'investissement concernés sont présumés ne pas susciter de doute quant à l'intention de conserver les autres titres de cette catégorie jusqu'à l'échéance, si ces cessions ou transferts sont dus à l'une des raisons suivantes. Une dégradation importante de la qualité du crédit de l'émetteur, une modification de la réglementation fiscale supprimant ou réduisant significativement l'exonération fiscale dont bénéficient les intérêts sur les titres d'investissement, un changement des dispositions légales et réglementaires modifiant de façon significative soit ce qui constitue un titre éligible à la catégorie des titres d'investissement, soit le montant maximum de certains types de placement, amenant ainsi l'établissement à se séparer d'un type d'investissement. Un renforcement significatif des obligations en matière d'exigence de fonds propres prudentiels qui amène l'établissement à se restructurer en vendant des titres d'investissement. Une augmentation significative
de la pondération des risques des titres d'investissement utilisés dans le cadre de la réglementation prudentielle fondée sur les capitaux propres et le fait que les titres de transaction et de placement préalablement transférés en titres d'investissement dans le cas de situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie redeviennent négociables sur un marché actif. Donc, ça veut dire que lorsque les cessions, comme on l'a vu au niveau de l'article 15, l'article 15 disait que lorsqu'il y a des cessions de plus de 10%, on doit transférer, disons, les 90% restants au niveau des titres de placement. Si ces cessions de 10% sont occasionnées, disons, par les raisons qui ont été énumérées au niveau de l'article 16, donc des raisons, on va dire, d'ordre réglementaire ou des raisons dans le cadre de restructuration, alors les 90% ne seront pas déclassés en titre de placement. Voilà ce que dit l'article 16. L'article 17 également apporte, on va dire, d'autres exceptions. On indique à ce niveau que les dispositions qui ont été énumérées au niveau de l'article 15 ne s'appliquent pas aux cessions de transfert suivantes. Les cessions de transfert proches de la date de remboursement du titre, au point que des variations des taux d'intérêt sont de nature à avoir un effet négligeable sur la valeur des titres. Les cessions ou transferts survenant après l'encaissement par l'établissement de la quasi-totalité du montant en principal d'origine du titre dans le cadre de l'échéancier prévu ou du fait de paiements anticipés. Donc, cela veut dire que lorsqu'on a une bonne partie des titres d'investissement sur lesquels on opère une cession lorsque nous sommes proches de la date de remboursement ou lorsque on a encaissé déjà une bonne partie, disons, du nominal, le reste de la catégorie des titres d'investissement ne sera pas reclassé en titre de placement. Alors, l'article 18 traite de l'enregistrement des titres d'investissement à l'acquisition. Alors, on indique qu'à l'acquisition, les titres d'investissement sont enregistrés pour le prix d'acquisition. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charge et les coupons courus inscrits dans les comptes de créances rattachés. S'ils proviennent du titre de placement, ils sont comptabilisés à leur prix d'acquisition et les dépréciations antérieurement constituées sont reprises sur la durée de vie résiduelle du titre. S'ils proviennent des titres de transaction, ils sont inscrits à leur valeur comptable déterminée au jour de la transaction selon les dispositions applicables à cette catégorie. Alors, vous aurez remarqué que pour la comptabilisation des titres d'investissement, il y a une petite différence par rapport à celle des titres de transaction où les coupons et, disons, le prix hors de coupons étaient comptabilisés, disons, dans un même compte. Ici, nous avons les coupons courus qui sont inscrits dans un compte différent du prix hors coupon. Pour les titres de placement, s'il y a des titres de placement et des titres de transaction, disons, qui sont reclassés aussi au niveau de la catégorie d'investissement, donc cet article a défini la façon dont la comptabilisation intervient pour l'inscription au départ comme titre d'investissement. L'article 19 continue, disons, avec les notions de prime et de décote. Alors, lorsque le prix d'acquisition des titres d'investissement est supérieur à leur prix de remboursement, la différence, appelée prime, est amortie sur la durée de vie résiduelle du titre, selon la méthode actuarielle ou la méthode linéaire. La méthode utilisée doit s'appliquer de façon uniforme et constante, conformément à la permanence des méthodes. Dans l'hypothèse d'un prix d'acquisition inférieur à la valeur de remboursement, la différence appelée décote est prise en compte dans les produits selon les mêmes modalités que les primes. Alors, lorsque on acquiert un titre au pair,
Donc, lorsque le taux de coupon est égal au taux de rendement actuariel, nous n'avons pas de primes ou de décotes qui sont constatées. Mais sur le marché secondaire, disons, nous avons rarement affaire à des prix, disons, à des obligations qui sont acquises au pair. Donc, nous avons soit des primes, soit des décotes. Alors, la prime, disons, c'est un titre qu'on va acquérir à une valeur qui sera supérieure au montant nominal du titre. La décote, c'est un prix qu'on aura une valeur inférieure, disons, au montant nominal. Donc, cette différence-là, que ce soit en prime ou en décote, disons, sera traitée de façon particulière. Je pense que dans l'exemple que nous aurons, nous allons traiter l'exemple d'un titre acquis avec décote. Donc, on verra comment est-ce que l'amortissement, disons, est opéré dans cette situation. L'article 20 donc, parle de l'arrêté comptable pour les titres d'investissement. Alors, il est indiqué que lors de chaque arrêté comptable, les moins-values latentes résultant de la différence entre le prix d'acquisition, corrigé des amortissements et reprises des différences décrites ci-avant et la valeur de marché des titres d'investissement ne font pas l'objet de dépréciation, sauf s'il existe une forte probabilité que l'établissement assujetti ne conserve pas les titres jusqu'à l'échéance en raison de circonstances nouvelles. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. À chaque arrêté comptable, les établissements assujettis utilisent des comptes de créances rattachés afin d'enregistrer en résultat les intérêts courus. Qu'est-ce que ça veut dire pour cet article-là? Alors, si nous avons des titres d'investissement que nous n'envisageons pas de céder, cet article ne s'applique pas à nous. En revanche, si on a des fonds d'investissement qu'on a envie de céder dans une échéance à court terme, on doit regarder les dispositions de l'article 20 et évaluer ces types d'investissement-là au prix de marché. Donc, si on évalue ce type d'investissement au prix de marché et on se rend compte qu'il y a une moins-value entre le prix de marché et le prix comptable, donc le prix qui est inscrit dans notre comptabilité, ces moins-values latentes doivent être comptabilisées. Si on effectue la valorisation des titres d'investissement au prix de marché et qu'on se rend compte que ce prix de marché est supérieur au prix comptable, je vais appeler le prix comptable, donc le prix qui est enregistré dans notre comptabilité, ces plus-values latentes ne seront pas comptabilisées. Donc, pour cet article, on va dire que c'est une approche prudentielle qui est retenue. Nous avons, disons, l'article 36, donc, qui parle des dispositions spécifiques au risque de contrepartie sur les titres. Alors, on va lire ces dispositions-là. Donc, les titres classés en portefeuille de transaction ne font pas l'objet d'une identification en titre douteux ou d'une dépréciation au titre du risque de contrepartie. Les dépréciations destinées à prendre en compte le risque de contrepartie et intégrées au coût du risque sont effectuées sur les titres à revenus fixes visés dans l'article 35. Donc, s'il s'agit de titres cotés, sur la base de la valeur de marché qui intrinsèquement tient compte du risque de contrepartie. S'il s'agit de titres non cotés, sur la base des dispositions de l'instruction relative à la comptabilisation et à l'évaluation des créances en souffrance. Que veut dire l'article 36? Vous vous rendez compte que vous avez des titres pour lesquels vous avez des doutes sur la capacité de l'émetteur à pouvoir rembourser ces titres. Vous vous posez donc la question de savoir quel type de comptabilisation vous devez effectuer pour prendre en compte, disons, cette éventualité-là, des titres de créances en souffrance, ou des titres en tout cas qui sont susceptibles de ne pas être remboursés. Alors, pour ce qui concerne les types de transactions, puisqu'ils sont comptabilisés au prix de marché, le prix de marché intègre justement toutes ces informations.
Donc, on considère que le type de marché va refléter à un moment donné la capacité, disons, de l'émetteur de ce type-là également à le rembourser ou non. Et donc, puisque le prix de marché l'intègre, donc les types de transactions ne seront pas réévalués ou ne tiendront pas compte d'une dépréciation quelconque. En revanche, puisque les types d'investissement sont comptabilisés selon une autre méthode, donc pour les types d'investissement, il y a une réévaluation qui devrait être faite par rapport au prix de marché. Et si vous trouvez justement une moins-value, donc cette moins-value-là devait être prise en compte au titre du risque de contrepartie. Alors, nous avons ici, disons, mis en place un tableau qui donne les définitions donc, des types de transactions et des types d'investissement et les caractéristiques de ces titres-là pour l'enregistrement, l'acquisition et à l'arrêté. Donc, comme nous avons dit, les titres de transactions, c'est les titres qui sont acquis dès l'origine avec intention de revente ou de rachat à brève échéance. À l'acquisition, dans le prix d'achat, disons, les intérêts courus sont inclus. Et à l'arrêté, c'est une réévaluation de ces titres-là au prix de marché avec une comptabilisation des plus ou moins values en résultat. Les titres d'investissement, c'est les titres qui sont acquis avec une intention de les détenir jusqu'à l'échéance en principe. L'évaluation de ces prix tient compte des frais et des coupons courus, mais ces frais et coupons courus seront enregistrés dans des comptes différents. Et à l'arrêté, disons, nous pouvons avoir plusieurs options. Alors l'arrêté, prix de marché, je l'ai mis en italique parce que le prix de marché n'est pas systématiquement utilisé. Comme je vous l'ai indiqué, le prix de marché, on l'utilise dans la perspective de cession des titres d'investissement à court terme. Quand on veut céder les titres d'investissement à court terme, on fait une réévaluation au prix de marché et sur cette réévaluation-là, on constate des moins-values latentes. S'il y en a, lorsqu'on constate qu'il y a des plus-values latentes, on ne l'enregistre pas. On ne les enregistre pas. En revanche, si on a des titres d'investissement que nous n'avons pas l'intention de céder, nous avons vraiment l'intention, même à l'arrêté comptable, de le conserver jusqu'à l'échéance, il n'y a pas besoin, disons, de réévaluation de prix de marché. En tout cas, on n'a pas besoin de considérer une réévaluation de prix de marché au titre de la comptabilisation. Donc, ce sera le principe des coupons courus qui sera retenu, des coupons courus qu'on va répartir entre intérêts actuariels et amortissement de ces titres. Alors, toujours au niveau des titres d'investissement, ce que je voudrais indiquer, même si vous avez l'intention si vous avez l'intention de conserver les titres d'investissement jusqu'à l'échéance, il serait utile au 31 décembre de chaque année de pouvoir évaluer ces titres au prix de marché. Pourquoi? Cette évaluation-là, disons, permet de vous faire une idée de l'évolution de vos titres, à savoir si vos titres sont menacés par une dégradation ou non. Cette évaluation sera personnelle, ce ne sera pas pour l'enregistrement, mais ça va vous permettre, disons, de prendre ou non des décisions d'investissement. Donc, même si les titres d'investissement sont conservés jusqu'à l'échéance, pour votre propre gouvernement, il serait utile pour ces titres d'investissement-là de pouvoir les évaluer régulièrement au prix de marché. Alors, nous sommes maintenant à la partie 3, donc la comptabilisation des titres. Nous avons des cas pratiques. Donc, pour les cas pratiques, nous aurons les titres de transaction et les titres d'investissement. Alors, pour le titre de transaction, nous prenons dans l'énoncé 1. Le 8 février 2023, un établissement de crédit achète sur le marché secondaire une obligation d'État du type OAT, point annuel 6,20%, maturité 26 janvier 2028, de nominal 400 millions au prix de 385 191 233. Les frais d'acquisition s'élèvent à 5 000. L'établissement a l'intention de réaliser une plus-value à court terme sur ces titres, dont les prix sont fournis par la Cour des taux.
Alors, l'opération est faite par l'intermédiaire du SCGI et le règlement intervient le 9 février 2023. Le paiement du coupon, quant à lui, intervient le 26 janvier 2024. Alors, nous avons comme consigne de passer l'écriture en hors bilan du 8 février, passer l'écriture d'acquisition du titre au 9 février et de passer l'écriture de paiement du coupon le 26 janvier. Alors ici, c'est un titre réel que j'ai utilisé. Je pense que je l'ai récupéré sur le site internet de l'agence Moatis, parce que c'est un titre d'État malien, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est un titre de transaction, comme on a dit. On va passer l'écriture du hors bilan. On avait dit le montant d'acquisition, le prix de marché de ce titre est de 385 191 233. Alors, ce montant-là sera inscrit comme écriture d'engagement le 8 février, donc au débit dans le compte 92,29 au titre à recevoir et au crédit de compte 98,229, compte de contrepartie des autres titres à recevoir le 8 février. Le 9 février, donc le jour où les titres entrent dans le portefeuille, nous allons annuler quand on regarde la deuxième partie. C'est marqué 9 février 2023, écriture d'engagement. Nous allons extourner les écritures que nous avons passées le 8 février et ensuite faire entrer ces titres-là, disons, dans notre portefeuille. Alors, ces titres, comme on a marqué le prix de marché, 391 191 233, donc ils rentrent dans nos effets. Nous avons les frais d'acquisition que nous payons. Comme nous avons indiqué, ces frais d'acquisition sont comptabilisés dans un compte différent, un compte des charges. Nous avons là le compte de la SCGI avec laquelle nous avons transigé. Pour ce qui concerne le coupon, parce que l'on était au 9 février 2023, alors comme on a dit le 26 janvier 2024, on paye le coupon. On se rappelle bien que le nominal du titre était de 400 millions, le coupon de 6,2%, donc nous allons recevoir 24 800 000 dans notre trésorerie. Et ces 24 800 000 vont constituer, disons, un produit. Donc, c'est des intérêts, disons, sur type de transaction dans le compte 703. Là, nous avons l'énoncé 2, donc qui concerne les types de transactions. Toujours le même titre d'État sur lequel des réévaluations ont été effectuées au 31 janvier et au 28 février 2024. Alors, la réévaluation au 31 janvier est de 386 142 644 et celle au 28 février de 387 259 865. Nous avons également des cessions que l'établissement a opérées aux dates du 11 mars, 19 mars et 27 mars. Donc, ces cessions sont de 50 millions de nominal au 11 mars pour un prix de 47 857 000. Nominal de 75 millions le 19 mars au prix de 73 126 000. Un nominal de 25 millions, c'était le 27 mars au prix de 24 100 000. Alors, il nous a demandé ici de passer l'écriture de réévaluation mensuelle et l'écriture de cession. Alors, donc pour cela, pour la réévaluation mensuelle, donc nous avons fait ce tableau. Alors, quand on regarde donc la réévaluation, comme on a indiqué au 31 janvier, était de 386 142 644. C'est le 28 février de 387 259 865. Nous avons un résultat de réévaluation de 1 117 221. Donc, que nous comptabilisons, puisque c'est un gain, un résultat de réévaluation, donc il vient d'augmenter, disons, les effets que nous avons, et nous réalisons un gain sur les types de transactions, 1 117 000. Alors, nous continuons pour les sessions que nous avons effectuées. Alors, toujours le même tableau, avec 3 lignes supplémentaires. Donc, la première ligne, comme c'est marqué au 11 mars 2024, nous avons cédé 50 millions, ce titre nominal au prix de 48 millions. Alors, ici, nous avions le choix, comme nous avons vu pour les sessions de titres. Nous avons le choix entre le coût moyen pondéré et la méthode first in, first out. Ici, nous avons choisi l'option du coût moyen pondéré. Donc, tous les titres sont réévalués à un même prix
au 28 février à 387 259 000. Donc, le coût moyen pondéré de la division donne 0,98 96 81. Et donc, nous utilisons ce coût moyen pondéré là pour évaluer les titres qui sortent. Donc, les titres sortent à une valeur de 48 407 483. Ils sortent de notre portefeuille. Et nous encaissons par rapport à ces titres-là 47 856 951. Ce qui nous donne un résultat de cession qui est une perte de 550 532. Au 19 mars, nous rééditons le même exercice. Donc, les titres sortent toujours à la valeur de réévaluation de 0,9681. Ici, je le précise bien, dans la comptabilité que nous utilisons, nous avons fait l'hypothèse que notre réévaluation, notre comptabilité intervient toutes les fins de mois. Si vous utilisez un autre type, enfin, une autre périodicité pour la réévaluation, si votre réévaluation est quotidienne, par exemple, ça veut dire que si les titres sortent le 19 mars, ces titres doivent être comparés à la valeur de marché du 18 mars, si vous le faites de cette façon. Ici, notre hypothèse, c'est la réévaluation mensuelle qui est retenue dans notre comptabilité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous comparons la valeur du 19 mars à celle de la session au 28 février. Donc, les 75 millions vont sortir de notre portefeuille au coût de 72 611 224. Et comme on a cédé ces titres à 73 125 842, donc nous réalisons un gain de cession de 514 617. C'est la même chose pour le troisième. Donc, pour le troisième, nous avons une moins-value comme celle qu'on a réalisée au 11 mars. Donc, pour les écritures ici, quand on regarde pour le premier, la perte de 550 532,13, donc dans son perte de transaction, nous l'avons marqué. Les titres sont sortis de notre portefeuille à la valeur de 48 407 483. Donc, c'est ce montant-là au crédit de notre compte 310 211 des effets publics. Et puis, donc, nous avons ce montant-là que la SGI doit nous régler. Alors, pour les pertes ou les gains sur les sessions, nous utilisons en général les comptes de la classe 603 pour ce qui concerne les pertes et 703 pour les gains. À l'intérieur de ces comptes-là, je crois qu'on doit bien faire la distinction entre les pertes de réévaluation et les pertes de cession ou les gains de réévaluation ou les gains de cession. Pourquoi? Parce que les gains de cession, c'est des gains qui sont définitifs. Les gains de réévaluation ou les pertes de réévaluation, c'est des choses qui peuvent changer au fur et à mesure que l'on passe la comptabilisation. Donc, il serait utile de pouvoir isoler dans des comptes distincts les résultats de réévaluation et les résultats de cession. Comme ça, l'entreprise peut décider soit pour les résultats de réévaluation de les distribuer ou de pouvoir les sortir même de les résultats pour les affecter à un compte de réserve. Ça dépend, disons, de la politique de la compagnie. Mais il serait utile de pouvoir faire cette distinction. Donc, nous avons la même chose comme nous avons vu, disons, pour les pertes de transactions. Donc, pour les gains ici de 514 617, nous comptabilisons ce gain-là dans un compte de la classe, voilà, 703, les gains de transactions. Nous avons les titres qui sortent de notre portefeuille à valeur de 72 611 224. Et puis, le montant que la SGI doit nous payer avec lequel nous avons fait la transaction. C'est la même chose, disons, dans ce qu'on a le 27 mars, c'est la même chose au niveau du 11 mars. Donc, voilà, on a une perte à ce niveau-là. On a enregistré. Dans le compte 6032, donc de 103 506 000. Donc, voilà ce qu'il y a, disons, au niveau des titres de transaction. Donc, nous avons vu des résultats de session. Nous avons vu l'enregistrement de coupons. Nous avons vu la comptabilisation de titres de transaction. Nous allons maintenant aborder, disons, les titres d'investissement. Alors, donc, au niveau des titres d'investissement,
nous partons toujours du même titre que nous avons. Et cette fois-ci, nous allons considérer que ce titre-là est comptabilisé dans la catégorie des titres d'investissement. Alors, donc 400 millions de nominal, le coupon est de 6,20%, la maturité 26 janvier 2028, le taux d'intérêt actuariel 7,17%. La banque, comme c'est un titre d'investissement, si on a fait l'hypothèse que la banque a l'intention de garder ses titres jusqu'à l'échéance. Les frais d'acquisition s'élèvent à 5 000. Nous avons 3 consignes, donc passer l'écriture d'acquisition des titres, passer les écritures de régularisation et passer les écritures à la date de tombée de coupon au 26 janvier 2024. Alors, pour l'acquisition des titres, nous avons vu qu'il y avait, disons, une différence au niveau de la comptabilisation titres d'investissement et titres de transaction. Dans l'acquisition des titres d'investissement, on avait dit que les frais d'acquisition et les coupons courus devaient être comptabilisés dans des comptes distincts. Donc, ici, nous avons ce compte de créances rattachées, donc, qui vont enregistrer les coupons courus de 951 233. On le voit sur la diapo suivante. Les frais d'acquisition qui sont de 5 000. Et comme le titre, ici, le titre, c'est un titre de nominal 400 millions, mais qui a été acquis de près de 385 millions. Ça veut dire qu'il y a eu une décote sur ce titre-là. On voit la décote en regardant les taux de rendement, puisque le coupon est de 6,20% et le taux de rendement actuel est de 7,17% sur le marché secondaire. Donc, cela donne lieu à un prix qui est inférieur au nominal. Et donc, ce prix-là permet également, disons, de calculer une décote. Donc, la décote ici est de 15 759 990. Et c'est tous ces éléments-là qui permettent, disons, de retrouver le montant que l'on doit payer. Donc, ici, on avait mis que le prix était de 385 191 233. Ici, pour le montant à payer, nous ajoutons 5 000 francs de frais de transaction. Donc, pour avoir ce montant, on a le nominal, plus les créances rattachées, plus les frais d'acquisition auxquels on retire la décote. Ça qui nous permet d'obtenir le montant payé à l'acquisition. Alors, on va voir, disons, un tableau d'amortissement que l'on a mis en place pour ce titre. Alors, on a les éléments du titre qui sont retracés au-dessus du tableau, donc les caractéristiques du titre. On a mis le montant notionnel 400 millions. Le coupon couru, comme on disait, le coupon couru, ce sera le coupon global 24 800. Le coupon global, disons qu'on aura entre la date de tombée du dernier coupon, donc le 26 janvier 2023, et la date de règlement, dans la date à laquelle le titre, disons, nous a été cédé, 9 février 2023. Donc, ces éléments nous permettent d'avoir le coupon couru. Ici, donc, nous avons le prix d'achat au coupon que nous allons sortir entre le montant réglé et le coupon couru. Et ensuite, nous avons la décote que nous allons obtenir par la différence entre le montant notionnel et le prix d'achat hors coupon. Si vous vous rappelez, les éléments que nous avions indiqués au niveau de la comptabilisation pour les types d'investissement, il y avait un des chapitres, un des articles qui parlait, disons, de la comptabilisation avec les primes ou les décotes. Donc, c'était l'article 19. Dans l'article 19, on indiquait que dans l'hypothèse d'un prix d'acquisition inférieur à la valeur de remboursement, la différence appelée décote est prise en compte dans les produits selon les mêmes modalités que les primes. Alors, donc nous avons ici la décote qui fait 15 759 999. Cette décote-là, nous l'avons, disons, étalée selon une méthode actuarielle sur la durée de vie du titre. Donc, quand vous regardez la colonne intitulée amortissement à comptabiliser, nous avons les 15 759 999 que nous avons étalé sur toute la durée de vie du titre. Donc, le total, nous avons ce montant. Comment est-ce que ce tableau peut s'interpréter? De façon générale,
si vous acquérez un titre au pair, donc le taux de rendement actuariel qui est égal au taux de coupon, vous avez le coupon qui sera égal dans ce cas-là à l'intérêt actuariel, parce qu'il n'y a pas de différence, c'est un titre au pair. En revanche, quand vous avez un taux d'intérêt actuariel qui est différent du taux de coupon, vous avez soit une prime, soit une décote. Dans le cas d'espèces, nous avons un taux d'intérêt actuariel qui est supérieur au coupon, dont nous avons une décote parce que le prix, nous avons payé pour ce titre-là moins que le montant notionnel. Donc, au niveau de chacune des lignes, lorsque nous avons une décote, l'intérêt actuariel sera supérieur au coupon. Donc, l'intérêt actuariel, dans ce cas, sera la somme entre le coupon et l'amortissement du titre. Lorsque nous sommes dans un cas inverse, dans un cas de prime, nous avons plutôt dans ce cas-là le coupon qui est égal à l'intérêt actuariel plus l'amortissement. Bon, nous revenons au cas des décotes. Donc ici, nous avons l'intérêt actuariel donc, qui est supérieur au coupon, donc l'intérêt actuariel qui est égal au coupon plus l'amortissement. Et donc, c'est ce cas que nous allons voir si on doit comptabiliser. On avait déjà comptabilisé ici l'acquisition. Alors, nous nous mettons ici au 31 décembre pour ce titre. Qu'est-ce que nous devons comptabiliser au 31 décembre? Alors, au 31 décembre, nous avons des coupons courus sur ce titre. Alors, pour revenir au tableau d'amortissement, quand on regarde au 31 décembre, il n'y a pas de coupon que l'on reçoit, mais pour les besoins de rattachement de produits à chaque exercice comptable, puisque le coupon court pour une partie sur l'année 2023, donc au titre de ce coupon, nous devons calculer des intérêts, donc des produits pour l'exercice 2023. Donc, une partie des produits va aller pour l'exercice 2023 et une autre partie pour l'exercice 2024. Donc, au 31 décembre 2023, lorsque nous calculons les intérêts courus, donc les intérêts qui ont couru du 26 janvier au 31 décembre, nous obtenons le montant de 23 33 426. Mais si nous rappelons ce titre, quand nous l'avons acheté, il y avait des coupons courus qui nous ont été facturés de 951 232 que nous avons déjà enregistrés. Donc, au 31 décembre, ce que nous allons faire, ce que nous avons déjà enregistré, une partie des coupons courus, nous allons juste enregistrer la différence. Donc, en regardant la différence ici, s'élève à 22 82 192. À côté de ces coupons courus, nous avons, comme on a dit, des intérêts actuariels. Donc, ces coupons que nous avons des intérêts actuariels, nous évaluons à 24 448 765. Et nous avons l'amortissement. Nous avons considéré l'amortissement de ces 15 759 000. Donc, si on retourne à l'écriture d'acquisition, nous avons inscrit la décote à 15 759 990 dans le compte 3414. Donc, à la clôture comptable, nous avons une estimation de ce montant-là, donc nous le mettons ici à 2 366 574 pour amortir une partie. Le coupon qui est de 23 millions, donc il donne droit à un intérêt actuariel de 24 448 000. Et sur cet intérêt actuariel-là, comme on le rappelle au niveau de l'article 19, qui correspond aux intérêts dus à la décote. Donc, cette partie-là fait 2 366 574. Donc, nous répétons cette partie-là dans le compte 6342, 2 366 574. Et nous mettons la différence entre les 24 448 765 et les 2 366 que nous avons enregistrés dans le compte 70 342, dont nous les enregistrons ici, intérêt sur titre d'investissement. Donc, voici le schéma au 31 décembre 2023. Une partie de la décote, les coupons courus,
et les intérêts sur investissement qui sont répartis entre ces deux comptes-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite au 26 janvier 2024, période à laquelle nous recevons le coupon? Alors, au 26 janvier 2024, nous recevons le coupon qui est de 24 800 000. Nous l'inscrivons ici dans ce compte. Et puisque nous avons payé une partie des intérêts courus que nous avons comptabilisés, donc les intérêts courus, on va les reprendre ici, dans les 23 33 425. Donc, on va reprendre, disons, les intérêts courus que nous avions déjà comptabilisés par le passé. Donc, compte ordinaire, compte intérêt couru, ça va nous donner en différence, disons, les intérêts courus sur l'année 2024. Alors, après ces intérêts courus-là, sur l'année 2024, nous avons, si nous regardons le tableau d'amortissement au 26 janvier 2024, nous avons les intérêts actuels de 26 470 000. Mais en fait, sur ces 26 470 000, nous avons, parce que ces 26 470 000 représentent les intérêts entre le 9 février 2023 et le 26 janvier 2024. Sur ces intérêts-là, au 31 décembre 2023, nous avons déjà enregistré 24 448 000. Donc, puisque nous avons enregistré 24 448 000, il nous reste à enregistrer pour l'exercice 2024 la différence entre les 26 millions et les 24 millions. Cette différence-là, donc, fera les 2 021 000. Donc, au 26 janvier 2024, nous avons 2 021 000 d'intérêts à constater globalement. Sur ces intérêts-là, nous avons une partie, toujours au titre de l'article 2019, qui rentre dans le compte des produits au titre de la décote. Et dans le compte des produits au titre de la décote, nous avons 255 257. Donc, cette partie-là va être enregistrée dans le compte d'intérêt au titre de la décote. Nous avons payé le reliquat dans les autres produits d'intérêt. Nous avons également l'amortissement à comptabiliser, puisque nous avons comptabilisé au 31 décembre 2023 2 366 000. Il nous reste à comptabiliser, enfin, au 26 janvier 2024, nous avons également un amortissement de 255 257. Donc, cet amortissement-là, nous allons le retrouver donc, au titre de débit pour la décote. Nous avons réussi ici les comptes. Nous avons enregistré le coupon que nous sommes en droit de recevoir. Nous avons les coupons courus, donc qui vont faire la différence. Et enfin, ici, comme je vous avais dit, au titre de produit étalement de la décote sur titre d'investissement, nous enregistrons 255 257. Donc, nous mettons le reliquat dans le compte 70 341 comme produit, 1 766 575. Donc, voilà comment est-ce que, disons, nous traitons la comptabilisation au niveau des titres des investissements. Alors, nous avons, disons, un document qui est le guide d'application qui date de décembre 2017 du plan comptable bancaire de l'UEMOA, donc qui est disponible également sur le site internet de la BCA. Si vous tapez sur Google, vous pouvez retrouver facilement ce document-là. Donc, il vous donne un peu des indications et qui traite d'autre part des cas, en tout cas sur la plupart des catégories des titres qui sont, disons, applicables et qui sont relevés au niveau de l'instruction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense que nous sommes à la fin de la présentation. Je voudrais vous remercier et puis voilà, j'attends les différentes préoccupations et comme j'ai dit, des contributions également. Merci. Merci, M. Boisbré, pour cette présentation assez fournie, très explicite, avec des explications qui ont été complétées de cas pratiques qui montrent comment passer les écritures en fonction des différents titres à revenus fixes. Alors, nous allons passer à la session de questions-réponses, mais bien avant cela, juste une information, la présentation sera mise à la disposition des participants après pour permettre à ceux qui n'ont pas pu bien assimiler ou de pouvoir l'exploiter dans leur activité. Donc, pour en venir à la session de questions-réponses, comment ça va se passer? D'abord, il y a des questions qui ont été posées au cours de la présentation que nous allons d'abord traiter avec M. Boisbré. Et ensuite, pour ces personnes qui souhaitent poser des questions de vive voix,
c'est de pouvoir réagir en levant la main. Donc, nous allons commencer en traitant les questions qui sont dans le commentaire, dans le chat, et ensuite on prendra pour ceux qui ont levé la main. Donc, Monsieur Younoussou, si vous pouvez patienter le temps qu'on réponde aux premières questions. Donc, Monsieur Boisbré, et aussi Monsieur Boisbré, si vous avez des collègues qui souhaitent compléter certains points, ils peuvent également intervenir. Alors, je vous partage les premières questions qui ont été posées. Il y a la question de Monsieur Kaoun qui souhaite savoir quel est le délai formel de rachat ou de vente des titres de transaction. Alors, sur cette question, il n'y a pas de délai formel pour les rachats ou les ventes de titres de transaction. Comme je l'ai indiqué, il faut juste au niveau, disons, de l'entreprise, avoir un document. Donc, au niveau de la politique d'investissement, un document dans lequel il est explicité, disons, la raison pour laquelle on souhaite avoir des titres de transaction. Pourquoi et comment est-ce qu'on devra les gérer. Donc, si on a un portefeuille de titres de transaction, qu'on ne cède pas, évidemment, dans la comptabilité, ces titres-là seront réévalués au prix de marché. Donc, selon la périodicité que l'entreprise aura définie, soit mensuellement, quotidiennement ou trimestriellement. Et chaque fois qu'il y aura cession sur ces titres-là, voilà, il y aura, disons, une comptabilisation, un résultat de cession, donc par rapport aux valeurs de marché qui auront été enregistrées. Et voilà, il n'y a pas de délai formel. Monsieur Kaoun, est-ce que la réponse vous convient? Vous pourrez lever la main si vous avez un point à compléter. En attendant, oui, Monsieur Kaoun, je vous donne la parole. Vous pouvez. Oui, Monsieur Kaoun. Allô? Oui, allô. On vous reçoit. D'accord, merci bien. Merci aux formateurs pour la qualité du contenu, également pour la qualité de l'exposé. Donc, en complément de ma question, et là, la réponse est claire, mais je voudrais savoir si, par exemple, un établissement acquiert un titre de transaction, donc dès la date de l'acquisition, l'intention est de revendre ce titre-là ou bien de le racheter. Mais si l'établissement conserve ce titre-là jusqu'à échéance, est-ce qu'elle peut le justifier en cas de contrôle, par exemple, de la commission bancaire? Merci. Oui, en cas de contrôle, elle peut le justifier, mais puisque l'établissement a décidé d'acquérir ce titre comme titre de transaction, si je prends l'hypothèse que la réévaluation au niveau de l'établissement est faite de façon mensuelle, donc on verra dans les comptes de l'établissement des plus ou moins values qui sont constatées mensuellement. Et si le titre est conservé jusqu'à l'échéance, donc on verra plutôt qu'à la date de cession, donc il y aura, disons, une différence qui sera calculée entre la dernière date de réévaluation et la cession, et on va constater le résultat. Donc, dans la stratégie, j'ai toute une question en tout cas de ce qu'on met dans la stratégie. On écrit dans la stratégie, par exemple, quand on acquiert des titres en intention de les revendre peut-être à court terme, au fur et à mesure, si on indique que finalement, on se rend compte que peut-être qu'il serait plus intéressant de pouvoir disposer de ces titres-là jusqu'à l'échéance, c'est bien spécifié dans la stratégie. Les comptabilisations, disons, sont bien réparties, sont bien visées dans la comptabilité, donc il n'y a aucun problème. D'accord, c'est bien noté. Merci. Plus de questions. Alors, la prochaine question est celle de Monsieur Daf Guy, qui souhaite savoir si vous pourriez préciser s'il s'agit d'une cession de 10% du portefeuille sur l'exercice en cours ou depuis la constitution du portefeuille d'investissement. Je pense que c'était à la présentation du chapitre 4 sur l'article 18. Je vois. Oui, alors c'est une question, j'ai envie de dire qui ressemble à une colle. On va relire l'article ensemble. Alors, lorsqu'un établissement assujetti procède à une cession de titres d'investissement
ou un transfert dans une catégorie de titres pour un montant représentant au moins 10% du montant total des titres d'investissement détenus n'est plus autorisé à classer en titre d'investissement pendant l'exercice en cours et sur les 2 exercices suivants, les titres à maintenir, les titres à acquérir ni à maintenir dans cette catégorie, les titres antérieurement acquis. Alors, la compréhension que moi j'ai de cet article-là, c'est de dire que ce montant de 10% sera fait pour un exercice en cours. C'est-à-dire que si en début d'année, par exemple, vous cédez 2% du portefeuille, ensuite 3% et après 7%, à mon avis, c'est le cumul, disons, des sessions qui sont faites sur l'année. Comme je dis encore, c'est une interprétation de ma part. Donc, le cumul de ce qui est fait sur l'année qui sera utilisé, en tout cas, pour pouvoir, disons, procéder, oui ou non, à un déclassement de la partie restante du portefeuille. Ok. Étant donné qu'on est à court de temps, il y a aussi une question de Monsieur Tigla. Avez-vous un modèle d'étalement à nous proposer, suivant la méthode actuarielle, bien sûr? Oui, enfin, la méthode d'étalement, c'est elle qui a été utilisée ici. Hein. Quand on regarde, peut-être que quand le support sera distribué, ils pourront bien le voir. Donc, dans cette méthode actuarielle-là, ce que l'on fait, c'est que les intérêts actuariels, donc comme c'est noté, les intérêts actuariels sont déterminés, donc suivant la méthode actuarielle, le coût amorti, donc le montant de départ disons, du titre. Dans notre cas ici, c'était le prix d'achat hors coupon. Donc, le prix d'achat hors coupon auquel on va multiplier par 1 plus le taux d'intérêt effectif exposant la durée qui est considérée. Donc, avec cet intérêt actuariel-là que l'on détermine, l'intérêt actuariel va être égal justement au coupon plus l'amortissement. Donc, dès lors qu'on a l'intérêt actuariel, on déduit le coupon de l'intérêt actuariel, on retrouve l'amortissement. Et de cette façon-là, voilà, l'amortissement est réparti jusqu'à la fin. Donc, je pense que peut-être qu'après, avec le support, ce sera un peu plus clair pour le participant. Ok, la question suivante est celle de Monsieur Diouf. Quels sont les impacts comptables du déclassement des titres d'investissement en titres de placement? Il a 2 questions et les dispositions du chapitre 3 s'appliquent-elles à la comptabilisation des opérations de pension livrées? Je vous répète, monsieur. Alors, pour la première question, donc les Oui. impacts comptables du classement des titres d'investissement en titres de placement. Alors, pour les titres d'investissement, lorsqu'on les a, l'hypothèse, c'est de dire que le taux d'intérêt effectif qu'on a calculé, donc dans notre cas ici, les 7,17%, c'est ce taux d'intérêt qu'on va utiliser jusqu'à la fin donc jusqu'à la durée de vie du titre. Donc, dans ce tableau-là, le tableau d'amortissement que j'ai proposé, le tableau se comporte comme si les intérêts actuariels, donc les produits que l'on reçoit sur ce titre-là, ces produits-là sont enregistrés selon un taux d'actuariel de 7,17%. Lorsque l'on passe en titre de placement, ce qui se fait, c'est que les titres de placement à la date d'arrêté comptable sont réévalués au prix de marché. Donc, si l'on réévalue les titres de placement au prix de marché, ce prix de marché-là sera comparé au prix, donc à la valeur comptable que l'on a dans notre comptabilité. Donc, si on se rend compte que par rapport à la valeur que l'on a dans notre comptabilité, il y a une moins-value par rapport à la valeur de marché. Donc, si la valeur de marché que l'on calcule à la date d'arrêté est inférieure à la valeur comptable, on passe une dépréciation. Voilà la caractéristique du type de placement. Si en revanche, pour la valeur de marché, on a une plus-value, on ne l'enregistre pas par rapport au principe de prudence qui a été retenu pour les types de placement. Donc, voilà.
Pour la comptabilisation des opérations de pension livrées, bon, cette instruction n'en parle pas, donc je ne suis pas sûr que ce soit la disposition d'ici qui s'applique pour les opérations de pension livrées. J'avoue que je n'ai pas beaucoup d'informations à ce niveau. Vous pourrez me renseigner, mais je n'ai pas le sentiment que c'est cette information qui s'applique en tout cas pour les opérations de pension livrées. Ok, donc avant d'en venir à la question de M. Ouattara, il y avait M. Younoussou qui voulait prendre la parole. Je vous ai donné le micro, vous pouvez l'activer. Ok, merci beaucoup, madame. Je vais d'abord remercier M. Boapré pour la brillante présentation qui nous permet aujourd'hui, en tout cas, de comprendre mieux un peu, pour nous qui sommes un peu loin de la comptabilité, mais des acteurs de premier plan, donc de la trésorerie. Merci et merci aussi à l'agence Humanité. Mais j'ai deux questions. La première question, il vient juste de terminer ça parce que quand on regarde au niveau des IFRS, on dit bien que pour les titres qui sont inscrits dans le portefeuille d'investissement et le portefeuille de placement sont évalués au fair value du OCI. Et là, j'ai bien de comprendre maintenant quand il parle on inscrit le plus ou moins value en dépréciation, est-ce que ma compréhension doit être que ça ne doit pas aller dans le résultat, mais on fait juste une dépréciation et que ça doit se faire à une arrêté, une arrêté comptable et non pas au jour le jour. Donc, je voulais avoir cette précision-là. Ma deuxième question, c'est de voir aujourd'hui, est-ce que le régulateur a défini une période de détention minimale pour les titres qui seront inscrits dans le portefeuille de placement et sur le portefeuille de transaction, est-ce que le régulateur a défini aussi une période maximale de détention des titres qui sont inscrits dans ce portefeuille de transaction? Parce que dans IFRS 9, on dit bien qu'il faut qu'il y ait des périodes minimale ou maximale en fonction que le titre soit inscrit dans le portefeuille de titre de transaction ou de placement. Est-ce que le régulateur a défini des périodes pour ces deux portefeuilles-là, pour la détention? Merci. Merci beaucoup, M. Younoussou. Alors, peut-être une petite précision, ce qu'il faut indiquer, c'est que cette instruction-là, disons, n'est pas conforme aux normes IFRS 9 qui sont entrées en vigueur, disons, en 2018. Quand on lit cette instruction, je pense qu'il y a des différences entre celle-là et puis les normes IFRS 9, donc qui parlent d'actifs à la juste valeur au CI. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Probablement qu'une réflexion, disons, va s'inscrire au niveau de la BCAO pour savoir si cette adaptation doit se faire, mais on n'est pas encore au niveau des normes IFRS 9 proprement dit. Alors, pour ce qui concerne la dépréciation, comme vous le disiez, cette dépréciation-là, je pense qu'elle va concerner un compte de la classe 6 des dépréciations, donc on va forcément impacter les résultats pour ce qui concerne les types de transactions. Pour les autres points, vous demandiez, disons, s'il y a des délais qui sont définis pour la détention des titres dans la catégorie placement ou dans la catégorie transaction. Non, je ne connais pas de délai, mais comme je l'ai indiqué, je pense à une des questions. Si vous avez bien documenté, disons, la raison pour laquelle vous choisissez telle catégorie de titres, pour moi, il faut juste suivre les règles de comptabilisation relatives à cette catégorie-là. Et voilà, personne ne pourra vous répondre autre chose. On disait, si vous avez défini la raison pour laquelle vous avez des types de transactions, si pour ces types de transactions-là, vous avez une stratégie de gestion active que vous mettez en place chaque mois, si dans cette stratégie, vous indiquez la raison pour laquelle vous voulez vendre les titres dans 3 jours, 10 jours, dans 3 mois ou 11 mois, et que vous suivez les règles de comptabilisation, donc vous avez des résultats de réévaluation latents, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas conserver ces titres-là jusqu'à l'échéance.
Il n'y a vraiment pas de raison. OK, parce que souvent, quand la BCA arrive, surtout sur les titres qui sont inscrits dans le portefeuille de transactions, ils nous reprochent pourquoi ça dure alors que c'était des titres qui sont censés. Oui, souvent, ils te disent, OK, si vous constatez qu'il n'y a pas le marché, qu'il faut forcément les transférer. Mais aujourd'hui, dans IFRS 9, c'est trop clair. Par exemple, ça dépend de la stratégie. Si vous définissez qu'un titre qui est inscrit dans le portefeuille de transactions ne doit pas dépasser 90 jours ou 180 jours connaissant votre marché, là, au moins, on sait qu'il y a un délai et que si vous ne le vendez pas pendant ce délai-là, le régulateur peut te reprocher quelque chose. Mais là où la fenêtre est ouverte, normalement, ça ne devrait pas faire l'objet de commentaires dans les cas des audits. Parce qu'effectivement, le marché n'est pas encore mature. Et donc, même si j'inscris un titre dans mon portefeuille de transactions, il se pourrait que, peut-être pour un titre bien particulier, que je n'arrive pas à le vendre sur le marché secondaire et puisse rester pendant un moment donné, sachant bien qu'il y a des conséquences sur les transferts d'un portefeuille à l'autre. C'est la raison pour laquelle, comme vous dites, je pense que tout se trouve dans la documentation. Si vous avez une documentation dans laquelle vous indiquez clairement que vous avez des types de transactions, vous souhaitez les vendre dans 6 ou 7 mois, et que si des raisons sur le marché vous le contraignent, vous ne pourrez que le vendre dans 2 ou 3 ans. Si vous avez une documentation claire, il n'y a pas de raison que le régulateur ou même les auditeurs externes puissent vous opposer quelque chose. Moi, en tant qu'auditeur, je suis bien fondé quand j'arrive à demander, mais vous avez des titres de transaction. L'objectif de ces titres-là, c'est de les vendre à court terme. Pourquoi vous ne les vendez pas? Si vous avez un document dans lequel vous m'avez retracé la stratégie, raison pour laquelle vous souhaitez les vendre à court terme si le marché le permet, à moyen terme si ce n'est pas le cas ou à long terme. Si j'ai un document comme ça, je pense qu'on doit pouvoir s'entendre. Donc, d'après ce que vous me dites, je pense que les discussions deviennent un peu plus longues quand il n'y a pas de documents sur lesquels, disons, les analyses sont fondées. Si vous avez un document que vous mettez en place, je pense que vous devez pouvoir trouver un terrain d'entente avec la BCA. C'est noté, M. Boisbré. Alors, on va passer à la dernière question et surtout qu'on est arrivé au terme de la masterclass. Elle porte, c'est une question de M. Ouattara qui souhaite savoir si vous pourriez revenir sur l'article 14 de l'instruction 29. Et il complète pour dire que dans la pratique, comment l'établissement justifie la capacité de ressources suffisantes pour détenir les titres d'investissement. Alors, on relit ensemble l'article 14. L'établissement assujetti qui souhaite classer des titres dans cette catégorie doivent disposer des moyens leur permettant de conserver les titres durablement par l'obtention de ressources propres ou d'emprunts adossés, en durée et en taux à leur financement. Ils ne doivent être soumis à aucune contrainte juridique ou autre qui pourrait remettre en cause l'intention de détenir les titres jusqu'à leur échéance. Un cas concret, vous utilisez vos ressources propres pour acquérir des titres d'investissement. Il n'y a aucune contrainte sur ces ressources propres. Les titres d'investissement, vous pouvez les détenir jusqu'à échéance à votre guise. Rien en tout cas ne vous empêche de le faire. En revanche, vous avez des ressources qui sont conditionnées. Je ne sais pas quel exemple je peux prendre. Peut-être que des ressources qu'on vous a prêtées et que, disons, donc le créancier indique qu'il peut reprendre à tout moment. Si ce sont ces ressources-là que vous avez utilisées pour acquérir des titres d'investissement, ça veut dire que s'il a besoin de ces ressources, peut-être que ces titres d'investissement, vous êtes obligé de les vendre. Donc, si vous agissez dans un tel contexte conditionnel, ça veut dire que les titres d'investissement sont susceptibles de ne pas arriver à échéance, donc dans l'intention, parce que l'argent qui a servi à financer ces titres-là ont été acquis dans un contexte conditionnel. Donc, si c'est le cas, je pense qu'il serait difficile dans ce contexte-là de pouvoir, disons, parler de titres d'investissement, sachant que vous pouvez les céder à tout moment. Donc, dans ce cas, peut-être que plutôt que les titres d'investissement, peut-être des titres de placement que vous aurez. Donc, voilà un cas. Si vous pensez qu'il n'y a aucune contrainte, en tout cas, rien qui peut vous permettre de remettre en cause le principe de détention jusqu'à l'échéance, c'est dans les titres d'investissement. Dans le cas contraire, je crois qu'il faut penser à une autre catégorie. Ok, M. Boisbré. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette session.
Alors, je souhaite savoir si vous avez une conclusion, Messieurs Alidou et Ouattara, ainsi que Merci. Monsieur Boisbré. Alors, juste déjà réitérer nos remerciements à M. Boisbré pour avoir pris son temps pour nous accompagner sur cette session. Et merci également aux participants. Rappelez que ceci est la première édition le numéro de la Web Académie du MTP. Et un questionnaire sera partagé après aux participants pour collecter leur feedback, pour nous permettre aussi d'améliorer le setup et aussi et surtout vous solliciter pour avoir des propositions des thématiques qui seraient d'intérêt pour vous, pour qu'on puisse voir dans quelle mesure on pourrait les positionner sur les prochaines éditions. Donc, en tout cas, on a pour objectif de maintenir ce type de cadre d'échange. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir M. Boisbré qui est parti d'un cadre réglementaire, on va dire, des textes, et qui a pu les décliner en cas pratique. Donc, je pense que les participants ont été assez réceptifs à cela. Donc, on va essayer aussi de garder un peu cet esprit-là et puis diversifier les thématiques pour qu'on puisse, ensemble, en tout cas, améliorer nos connaissances ou actualiser nos connaissances sur différents domaines. Donc, merci à tous. Monsieur Ouattara, si, avec votre permission, donc, je vous donne la parole pour le mot de clôture pour la session. Merci. Merci, M. Alidou. Je voudrais à mon tour remercier les participants et remercier surtout M. Boisbré, Fabrice, pour cette brillante présentation et pour le temps qu'il a pris pour préparer avec des exemples clairs et précis. Je suppose déjà, vu l'intérêt et l'engouement concernant tout ce qui est question, que ça a été apprécié. Je vois une main qui est levée, je pense, M. Gilles Stéphane. Si ça ne vous dérange pas, peut-être qu'il faut mettre dans le chat votre question. Peut-être M. Fabrice pourra répondre à la question, parce que nous sommes en cours de temps. Désolé pour tous ceux qui ont des questions qui ne soient pas aujourd'hui en mesure de les poser directement en live. Moi, j'ai retenu peut-être quelques points. Déjà, il faut se familiariser à la documentation en ce qui concerne tout ce qui est question sur les titres, notamment ce qui est question de comptabilisation, c'est important. Il y a les textes qui existent. Je pense en prendre connaissance. Je notais en fait dans l'instruction l'amortissement de la prime ou de la décote. C'est un point qui a retenu mon attention. J'ai eu des discussions sur ce point-là avec beaucoup d'acteurs. Il y en a qui estimaient que la décote ou la prime, il fallait les consommer, je pense, en perte ou en fait, dès la première année, il fallait juste le comptabiliser comme ça. Mais je vois qu'il faut l'amortir. Donc, ça pose, en fait, ça supprime en fait tous ces questionnements concernant l'intérêt du taux de rendement actuariel. Et ça relègue en fait le taux de coupon juste à une question de flux. Encore une fois, le taux de coupon d'un titre obligataire n'est qu'un flux, ce n'est pas le rendement du titre. Donc, le fait qu'on doit amortir la prime ou la décote traduit simplement que l'élément le plus important ici dans la performance du titre, le taux de rendement. Et éventuellement, pour les titres de transactions, tout ce qui est plus ou moins évalué au cours de l'année à travers l'évaluation. Il y a eu la question du risque de crédit qui est associé au titre. Donc, j'ai noté en fait que pour les titres d'investissement, il y a une provision constituée en fin d'année éventuellement si la valeur du marché est estimée inférieure à la valeur qui est enregistrée dans les comptes et que pour les titres de transaction, les PNL éventuellement liés au risque de crédit sont déjà pris en compte dans le taux qui est utilisé. Et que pour les titres en buy and hold, il faut faire l'effort de faire les titres d'investissement. Il faut faire l'effort d'avoir une valorisation de marché en fin de période juste pour juger s'il n'y a pas de mismatch et s'il y a des risques éventuels auxquels on est exposé en termes de valeur de l'actif. Il y a les frais d'acquisition qui passent directement en charge, c'est un point important. Et la question sur la pension livrée qui n'a pas eu de réponse, je pense que ça, on peut revenir avec une question. Mais de mon expérience, lorsque tout le titre peut être mis en pension livrée et ça n'a pas d'impact sur la valorisation du titre. Parce qu'en général, lorsque le titre est mis en pension livrée, le titre ne quitte pas notre portefeuille, le titre demeure dans notre portefeuille et continue d'être enregistré. Puisque c'est une opération d'achat et de vente, c'est une opération hybride. Mais c'est un point à approfondir avec les spécialistes en comptabilisation. Je note enfin que les supports seront partagés et il y a des participants qui ont demandé aussi à ce qu'ils puissent mettre à disposition un modèle de fichier Excel donc porte sur, je pense, l'amortissement utilisant la méthode actuarielle.
Voilà, j'espère que Fabrice va pouvoir répondre à ça avec un fichier simplifié que certains participants pourront utiliser. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Merci à Fabrice et merci à l'équipe organisatrice, M. Alidou, Mme Digolari et toute son équipe. Merci encore et allez, bonne fin de formation et à la prochaine. Adieu. Bye. Merci, messieurs. Merci à tous les participants et rendez-vous au prochain webinaire. Vous aurez l'information à travers nos différentes plateformes digitales. Nous vous enverrons le support et la vidéo dans les prochains jours. À bientôt.